Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture. Tchin tchin. Qu'est-ce que c'est bon le café. Ce matin c'est petit café avec tasse bien rétro, bien vintage, accordé avec ma loque, mon je sais pas quoi là, mon amo, comment on dit? Oripo? Oripo peut-être. Je vais chercher la définition de Oripo sur Google. Vêtements voyants, vieux habit avec un reste de clinquant. Ah mais c'est exactement ça. Donc je vous accueille avec des oripeaux et une tasse rétro pour vous faire un point lecture. Je vous annonce d'avance que cette vidéo risque d'être extrêmement laborieuse car je dois parler de 5 livres que j'ai lus plus 2 livres que j'ai abandonnés. Et en plus, il y a un livre que j'ai lu il y a genre 2 semaines. La semaine dernière, je vous avais fait le vlog 7 jours, 7 livres. Après, j'avais fait le book haul. Enfin, il y a des vieilles lectures, ouais, c'est déjà confus dans ma tête. On est dimanche matin, il est 10h11. Ma foi, pas trop vite le matin, doucement l'après-midi, comme on dit. Mais je suis en train de penser Oripo, c'est dans une chanson, ça. C'est un son, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau. Rien de lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Ah, bref, c'est Armstrong de... Qui c'est qui chante ça? C'est Claude Nougaro, je crois. Tout à fait, trop fort. Bref, allez, on va commencer cette vidéo. Je vais vous parler en premier de mes 2 abandons et après des lectures qui furent toutes, somme toute, très bonnes. J'ai même un coup de cœur. Bref, j'ai abandonné pas plus tard que hier, je crois. Ah, bah la floriste a encore... bien fait les réglages caméra, on voit strictement que dalle. J'ai donc abandonné hier le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde que j'ai dans une édition livre de poche. Alors franchement, j'ai quand même forcé un peu, hein. J'ai abandonné à la page 182 sur 270. J'aurais pu me forcer, mais vraiment, en plus on connaît l'histoire du portrait de Dorian Gray, donc c'était un classique que je voulais lire. Et je sais pas, j'ai vraiment eu du mal avec l'écriture déjà, c'est très lourd. Très philosophique, il se passe pas grand chose dans le bouquin. Dorian Gray, je le trouvais insupportable. Lord Henry, pas plus supportable. Le Londres qui est décrit dans les années 1890, je sais pas, j'ai pas accroché. Je me suis forcé vraiment, je vous dis 180 pages, puis au bout d'un moment j'ai dit arrête, genre je lisais une page à l'heure, c'était vraiment ridicule. Je lisais une page, j'allais boire un café, une autre page je fumais une clope, une autre page j'allais prendre ma douche, enfin vraiment c'était un peu un enfer. Je sais pas si c'est dû à la traduction, j'en sais rien, non, je pense que c'était juste pas fait pour moi. Les réflexions philosophiques un peu poussées qu'il y a dedans ne m'ont pas forcément touché. J'ai pas réussi à rentrer dedans, et puis bah voilà, c'est tout. Donc je vais laisser le marque-page à cet endroit-là. Je ne vais pas le revendre ou le donner tout de suite, parce que je vous dis, il me reste moins d'une centaine de pages. Ouais, s'il me reste pile 100 pages. Il est probable qu'un jour je le termine, mais... pas tout de suite. Ensuite, j'ai abandonné... En fait, c'est les 2 titres que j'ai tirés dans le bocal de la palle, hein, donc pour l'instant, c'est pas un succès. J'ai abandonné Le cœur régulier de Olivier Adam aux éditions de l'Olivier. Alors là, je suis allé bien moins loin. J'ai abandonné la page 40 sur 220. Bah, c'est à peu près le même problème que j'ai eu, c'est qu'il se passe pas grand-chose. C'est très lent. Alors, j'ai lu que 40 pages, j'aurais pu me forcer un peu. Son frère est mort au Japon et sa sœur décide de retourner dans le village où son frère est allé pour la dernière fois au Japon. Et apparemment, il avait rencontré un certain homme qui s'appelait Natsume. Et je me suis dit, il y a peut-être une histoire d'homosexualité, il y a peut-être une relation entre Natsume et Nathan. Mais en fait, la Sarah, là, elle est chiante, quoi. Elle fait pas grand-chose, il se passe rien. Elle est arrivée dans le village, elle a regardé la mer, elle a regardé les gens. Et puis, voilà, à peu près tout pour l'instant. Donc pareil, je me dis que vu que là en plus je suis pas vraiment dans un super bon mood de lecture, c'est peut-être moi qui suis pas assez attentif à mes lectures et qui suis pas assez concentré, mais vu que j'ai pas envie, justement que je suis déjà pas très concentré et que j'ai du mal à lire, j'ai pas envie de me forcer avec des bouquins qui m'embarquent pas dès le début. Et j'en ai tellement d'autres à lire en ce moment en plus que ça sert à rien de forcer. Donc pareil, je le garde pour l'instant. Je retenterai peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Après, Olivier Adam, j'avais jamais rien lu de lui. Je crois qu'il a publié des titres assez connus, genre Je vais bien, ne t'en fais pas. Une partie de Babington qui a dû sortir en poche cette année et qui est sortie en grand format il y a 2 ans. Mais là, je n'ai pas été conquis, tout simplement, hein. Voilà. Donc ça, c'était pour les 2 abandons. Franchement, j'en fais aucun cas, hein. J'en ai rien à foutre d'abandonner, peu de scrupules.
Le Dorian Gray, je m'étais dit, là, t'es même pas capable d'aller au bout d'un classique, puis au final, mais rien à foutre, que ce soit un classique ou pas, rien à faire, c'est pas grave. Faut se détendre de l'abandon, faut avoir l'abandon facile, abandonnons. Évidemment, il y a les cloches qui sonnent, parce que c'est la messe, parce qu'on est dimanche matin, je sais pas si on les entend, j'espère pas. On va attendre un peu que ça passe. Quoique, si c'est la messe, ça va sonner pendant 10 minutes, on n'est pas rendu. Et en plus, mon café est froid. Mais vraiment, cette tasse, je la trouve magnifique, j'adore. Avec ces espèces de petites... c'est quoi? C'est des tulipes? On dirait qu'il y a des petites framboises, là. J'adore. Donc pour les livres terminés, j'ai terminé L'Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau, publié chez Folio Théâtre. C'est celui-là que j'ai lu il y a le plus longtemps. Alors je dis Georges Feydeau, c'est Georges Feydeau et Maurice Devalière, je sais pas, c'est ce qui est écrit derrière. Donc là on est dans une pièce totalement vaudevillesque, comique, un peu absurde, mais enfin absurde dans le sens où c'est juste vraiment du vaudeville, du boulevard quoi. C'est du théâtre de boulevard, j'ai pas mal ri, ça n'a pas été non plus une grosse claque. Ça, typiquement, il y a quand même quelques traits d'humour, quelques phrases de texte qui sont bonnes à lire, qui sont bien écrites. Mais ces phrases, elles doivent être encore plus drôles quand on les entend, quand on les voit sur scène jouer. Sachez que cette pièce est disponible sur YouTube. Alors, c'est pas un jeu d'acteur super, parce qu'en fait, c'est les animateurs de France Télévisions, je crois, qui ont joué cette pièce il y a quelques années et ça avait été diffusé. Il y a quelques bons acteurs qui se démarquent du lot, après, quelques présentateurs plutôt. Après, c'est pas non plus la comédie française, mais ça vaut ce que ça vaut et c'est plutôt bon pour voir le texte et pour l'appréhender. J'ai bien aimé, j'ai mis un petit post-it, je sais plus c'est quoi. Bah vraiment, je relis la phrase et j'y trouve rien d'intéressant. J'ai dû me planter en collant le post-it, je sais pas. Bref. En tout cas, c'était une bonne pièce, un peu marrante. On va suivre un homme qui veut tromper sa femme, il va se retrouver dans un hôtel. Donc en fait, il y a deux couples. Ils vont faire de l'échangisme sans vraiment l'assumer parce que c'est des relations adultérines. Genre, il y a le mari d'un couple qui va avec la femme de façon voulue dans l'hôtel dit du libre-échange. Il y a l'autre homme du couple qui arrive un peu par une accumulation de comiques et de gags. Enfin bref, c'est très drôle. Les personnages sont très campés, très, très marqués. C'est un peu... ça a été écrit en quelle année, je sais pas, mais c'est un peu vieillot dans le style, mais dans le sens où ils parlent comme des gens, ça doit être du XXe siècle, j'imagine. Et voilà, j'ai bien aimé, ça restera pas ma pièce préférée. J'aime bien Feydeau, mais c'était une pièce sympa à lire, ça se lit très vite. Et voilà, et si un jour j'ai l'occasion de le voir sur scène, j'irai avec plaisir. Du théâtre, nous allons passer à la poésie. Tiens, allez, j'ai lu Maison Tanière de Pauline Delabroix-Allard aux éditions l'Iconopop, l'Iconoclaste. Je crois que c'est le 3e recueil de cette collection que je vous présente. Encore une fois, c'est une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, un peu moins que les deux précédents, donc qui étaient Décomposé de Clémentine Beauvais et le Dérèglement joyeux de la métrique amoureuse de Mathias Malzieu et Daria Nelson, mais j'ai bien aimé quand même. Donc là en gros, l'autrice a vécu quelque chose, je pense, d'assez dur, ou enfin elle a vécu une épreuve à mon avis, mais je pense que c'est expliqué dans Ça raconte Sarah que j'ai acheté, du coup que j'ai envie de lire suite à la lecture de ce recueil. Et suite à cette épreuve qu'elle a vécue, elle décide d'aller passer quelques jours de vacances de retraite spirituelle chez des amis à elle, dans une maison qui est donc la Maison Tanière. Et lors du premier été, elle décide tous les jours d'écouter un vinyle, parce que ses amis ont une énorme collection de vinyles, et d'écrire un poème un peu, pas forcément en relation avec le vinyle, mais d'écrire en écoutant le vinyle. Donc tous les jours, elle se pose, elle écoute son vinyle et elle écrit en même temps. Et elle prend une photo donc avec le vinyle qu'elle a écouté. Alors par exemple, qu'est-ce que je vais vous montrer? Tous les jours, elle écrit son poème. Donc là, c'est le 24 juillet et elle met la photo avec le vinyle qui correspond. Donc là, c'était France Gall et un petit chat. Elle a écouté, tiens, très bon goût musicaux, la petite dame. Le vinyle de West Side Story. Welcome to be in America. Everything free is America. Na 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 America. Na 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 America. Donc le recueil est découpé en deux parties. Donc il y a cette partie avec les poèmes vinyles qu'elle appelle les jours absents, où elle est un peu en dehors de son corps. Vraiment, elle est assez renfermée sur elle-même. Elle sort pas trop. Elle se renferme dans cette musique où elle essaye d'oublier, je pense, un peu ce qu'elle a vécu. C'est très très beau. Et après, donc le deuxième été, c'est encore un peu plus dur parce que ça s'appelle Les jours couchés. Et donc là, elle se couche tous les jours sur le sol de chez ses amis. Elle prend le plafond en photo. Donc dans différentes pièces, vous voyez, c'est une très vieille maison. Là, on voit le papier peint tout arraché, etc. Et elle écrit un poème en regardant ce pan de plafond. Donc les photos sont très jolies. Les textes sont très jolis aussi. Mais là, vous voyez vraiment, c'est des poèmes de une seule page
et c'est très court, ça se lit très vite. Je pense que je vais le relire parce que j'ai quand même eu quelques sensations en lisant certains poèmes. Ça m'a donné envie de lire, d'écouter les vinyles en fait. Je pense que le mieux à faire, c'est de faire comme elle, c'est d'en lire un par jour peut-être et d'écouter la musique en même temps. Si vous arrivez à lire et à écouter de la musique. Et moi je l'ai lu trop vite, je l'ai lu d'une traite. C'est ça peut-être qui m'a gêné dans ma lecture parce que du coup j'ai peut-être pas assez intégré. Et je vais relire les poèmes plus langoureusement, plus lentement, avec la musique, mais n'empêche c'était très bon quand même, et c'était tellement bon que ça m'a donné envie d'aller acheter le bouquin précédent qu'elle a écrit, et en plus c'était aux éditions de Minuit, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, donc j'ai acheté et j'espère le lire assez rapidement. Une petite gorgée, aglou aglou aglou, là il doit être totalement froid. Qui aime le café froid? Vous aimez le café froid? Dites-le moi en commentaire. Moi je déteste, je sais que c'est un peu la mode le café froid en ce moment, avec des glaçons, tout ça, mais moi je peux pas, dégueu. Bah, vous voyez là c'est vraiment froid, je peux pas. Peut-être qu'avec des glaçons ça passerait mieux, mais I don't know, I'm not sure. J'ai lu Nos richesses de Kauter Adimi aux éditions Point, qui est sorti il y a 2 ans je crois en grand format chez Seuil, et je pense même qu'elle a eu le Renaudot des lycéens. Je crois avoir vu ça en faisant mes recherches. Si tant est qu'on puisse appeler ça des recherches. Ça a été publié en 2017 aux éditions du Seuil. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent de bourgeois insupportable, mais ah ben c'est écrit derrière. Prix Renaudot des lycéens, et ça a été sur la liste du Goncourt, paraît-il. Mais alors, en plus, je ne sais pas pourquoi je prends cette voix, parce que c'est pas du tout pédant, c'est pas du tout un télo bobo ou quoi que ce soit, c'est vraiment très facile d'accès. Donc en fait c'est un texte qui a été écrit sur la vie d'Edmond Charlot. Edmond Charlot est un homme de littérature français, enfin il n'a pas écrit, en fait c'est un... je dis français pas du tout, il est algérien il me semble, qui en 1930 a voulu ouvrir suite à ses études une petite librairie à Alger, dans le quartier des universités je crois d'Alger. Donc c'est la librairie Les Vraies Richesses, voilà c'est ça, de Charlot. Et concomitement, non pas concomitement, ça fait un peu mot inventé, concomitement. Et j'en ai marre de dire en même temps, je me suis rendu compte que je disais tout le temps ça dans mes vidéos. Concomitant, oui, mais alors est-ce qu'il y a un adverbe avec concomitant? De façon concomitante à l'ouverture de la librairie, il veut ouvrir une maison d'édition pour mettre en avant des auteurs algériens. Et il demande du coup à Albert Camus, ça c'est ce que je vous dis là, c'est de l'histoire vraie, enfin c'est de l'histoire tout court d'ailleurs. Il demande à Albert Camus de lui écrire un petit texte, Albert Camus qui à l'époque n'était pas encore connu, de lui écrire un texte pour l'ouverture de la librairie et de la maison d'édition qui sera tiré à très peu d'exemplaires je crois, et c'est comme ça que démarre l'aventure des Vraies Richesses. Donc c'est une librairie, maison d'édition, en même temps ils font bibliothèque parce que les gens à Alger n'ont pas énormément d'argent pour pouvoir acheter des livres, donc ils prêtent les livres, ils font un abonnement un peu en mode médiathèque, bibliothèque, et ils prêtent les livres. Et donc on va suivre cette vie d'Edmond Charlot à travers un cahier inventé par contre, parce qu'en fait l'autrice, donc Kauter Adimi, s'est beaucoup renseignée sur Edmond Charlot, elle a lu des biographies, des extraits de sa vie, etc. Et elle a décidé d'en faire part dans ce roman sous les formes d'un carnet. Donc vous voyez 11 décembre, 17 décembre, sauf que ce carnet est inventé, c'est pas du tout des carnets d'Edmond Charlot, mais c'est la façon qu'elle a choisi pour raconter ses différentes aventures. Les cahiers d'Edmond Charlot se passent de 1930 à 1960, mais on aborde très peu les années 60. Hein. C'est vraiment surtout 1930-1945 et l'après-guerre. Parce que, suite à la Seconde Guerre mondiale, Edmond Charlot va être mobilisé, il va arriver en France, il va ouvrir une deuxième maison d'édition en France. Donc on va rencontrer Gallimard, on va rencontrer André Gide, on va rencontrer Antoine de Saint-Exupéry, Albert Camus, enfin vraiment des grands noms de la littérature française. Donc ça c'est pour la partie Edmond Charlot. Et à côté de ça, on va suivre Riyad, je crois. Voilà, c'est ça, Riyad, en 2017, qui est mandaté par son oncle, qui est un homme d'affaires, je crois, algérien, qui a racheté le local des Vraies Richesses, la bibliothèque, et qui a décidé de la fermer pour faire un stand de beignets. Alors cette partie-là est totalement inventée. La librairie Les Vraies Richesses d'Edmond Charlot existe toujours à Alger, mais l'autrice a pris le parti d'imaginer la fermeture de cette librairie 60 ans plus tard, enfin même plus que 60 ans plus tard, en 2017. Et donc Riyad, lui, qui a très peu de sensibilité à la lecture, à la littérature, doit s'occuper de jeter les livres. On lui demande carrément de les jeter, de ne pas les donner, de tout détruire dans la librairie. Voilà. Donc c'est vraiment
une histoire sur le livre, la littérature. On va suivre Edmond Charlot durant les temps de guerre et d'après-guerre où il est très compliqué de se procurer du papier, donc il ne peut plus éditer les livres qu'on lui écrit, enfin que les auteurs lui écrivent et qu'il voulait éditer. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, ça a été un peu court pour moi, ça fait moins de 200 pages, j'en voulais beaucoup plus, mais vraiment c'est quand même suffisant, j'ai eu un énorme coup de cœur. Ça parlait aussi de l'Algérie, du passé colonial de la France et surtout de la colonie de l'Algérie, enfin ça parle uniquement de l'Algérie, mais cette relation très particulière entre la France et l'Algérie. On sent le soleil, on sent la Méditerranée parce que Edmond Charlot est un homme résolument méditerranéen et vraiment j'ai beaucoup aimé cette petite lecture. Je vous la recommande, c'est chez Point, ça se lit très vite, c'est parfait pour l'été selon moi parce que on est tous plus ou moins des amoureux du livre, j'imagine, si vous suivez des chaînes Booktube. Donc vraiment là, c'est un livre qui parle de livres, du plaisir de lire, de tenir un livre entre ses mains, de partager la littérature et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, j'ai donc lu La vie rêvée des hommes de François Roux aux éditions Albin Michel. Je les ai reçus en service presse, donc je les en remercie pour cet envoi. J'ai beaucoup aimé ma lecture et pourtant, ça avait plutôt mal démarré. Ça commence sur le Paris de l'après-guerre, enfin de l'après-guerre, non, le Paris libéré en 1944. On va suivre Stanley et Paul qui ont 10 ou 20 ans d'écart, je ne sais plus, ils sont tous les deux militaires, ils ne se connaissent pas. Ils se rencontrent dans ce Paris qui fait la fête, qui exulte suite à la libération, à la fin de l'occupation. Et ils vont se rentrer dedans un peu en mode comme dans la foule d'Edith Piaf, emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne. Élancés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Voilà, donc ils se rentrent dedans. Là, coup de foudre, oh là là, t'es trop beau, ouais, moi aussi je t'aime. Relation hyper passionnelle, hyper fougueuse, mais vraiment en un claquement de doigts. Donc c'est pour ça, là, moi j'ai trouvé ça absolument irréel, vous voyez. Ils se rentrent dedans, hop, ils prennent une chambre de bonne et pendant 7 jours, avant que Stanley doive rentrer aux États-Unis, pendant 7 jours, ils vont faire l'amour dans cette chambre de bonne à Paris. Ensuite, on va suivre de 1944 jusque 2000, l'année 2000, la vie de Stanley et la vie de Paul. On va voir comment tous les deux leur chemin évolue, comment ils appréhendent leur rapport à l'homosexualité. Est-ce qu'ils l'acceptent, est-ce qu'ils ne l'acceptent pas, est-ce qu'ils l'assument ou pas. Stanley à New York et Paul en France. Du coup, l'auteur va nous montrer comment l'homosexualité était perçue en France et aux États-Unis. C'est vraiment un point de vue très global, très immense sur ce qui était l'homosexualité sur un demi-siècle. Donc, vous voyez sur, je sais pas, ça fait combien de pages, 300 pages, c'était un peu rapide sur certaines époques. Bon, après, c'est pas dérangeant parce que c'est vraiment quand même plus une histoire d'amour entre deux hommes plutôt que un livre pédagogue sur l'homosexualité ou quoi que ce soit. Donc, il faut plutôt le prendre vraiment pour cette histoire d'amour entre Paul et Stanley qui est plus ou moins impossible. Moi, j'ai eu un peu de mal avec le début. Je vous dis déjà l'histoire de on se rencontre, on tombe amoureux, on baise pendant 7 jours. J'ai trouvé ça un peu gros, un peu brut de décoffrage. Il y avait quelques scènes de sexe qui, à mon sens, n'étaient pas forcément obligatoires. Mais sur la deuxième partie, donc bah tiens, je tombe pile dessus, qui commence à la page 180 sur 320. Bon, c'est peut-être un peu tard, non, peut-être avant, ouais, vers la fin de la première partie et toute la deuxième partie, par contre, là, j'ai adoré. La relation vraiment entre Paul et Stanley est beaucoup plus développée, beaucoup plus étoffée parce qu'un troisième personnage va rentrer dans la course, je vous en parle pas, mais c'est là très intéressant avec l'arrivée de ce troisième personnage qui va être un peu le trait d'union entre Paul et Stanley et c'est là que vraiment j'ai eu un peu mon petit cœur qui a fondu pour cette histoire d'amour. Et le dernier chapitre, donc en 2000, c'est vraiment, selon moi, donc je crois que c'est même l'épilogue, le petit plus Périglioni, comme disait Elie Moon, de la vie rêvée des hommes, parce que cet épilogue est magnifique. Il y a une relation entre Paul et un autre personnage qui est divine, que j'ai trouvé vraiment super belle et à laquelle je ne m'attendais pas. Donc vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la fin, mis à part le début un peu titubant pour moi, un peu brouillon, qui va un peu vite. Vraiment, rien que pour les 2 autres tiers du roman, c'est une très très bonne lecture. Ma dernière lecture qui a été un coup de cœur auquel je ne m'attendais mais pas du tout. En plus, c'est un livre que je ne vous ai même pas présenté. Je l'ai acheté il y a 2 jours, je l'ai lu dans la foulée. C'est n'importe quoi. Là, pareil, encore une fois, je suis en train de lire un livre que je ne vous ai pas présenté, que vous ne savez même pas que j'ai acheté. Je l'ai commencé dans la foulée et j'en ai lu 60 pages sur 200. Enfin bref, je vous montre des tas de livres que je dois lire, que j'ai envie de lire et je continue d'en acheter et ils passent avant tous les autres. Enfin bref.
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Un été avec Albert de Marie Pavlenko. Marie Pavlenko, je la connaissais déjà parce que j'avais lu son livre Un si petit oiseau qui traitait, je crois, d'handicap. Oui, c'est ça. Il me semble que c'était une petite fille qui avait dû se faire amputer d'un membre, il me semble, à la suite d'un accident. Et enfin, une petite fille, une ado. Et c'était une relation d'amitié, d'amour entre deux ados où la nature, je crois que c'était l'ornithologie qui était très présente dans le roman. Vraiment, c'était un petit bonbon. Je l'avais réservé à la médiathèque. C'était il y a quelques... Oh, il doit y avoir 1 an ou 2, je pense que le roman est pas si vieux. Et j'avais adoré. Et en fait, pour vous raconter l'historique d'Un été avec Albert, une librairie jeunesse, spécialisée dans la jeunesse et le young adulte, vient d'ouvrir dans ma ville, une librairie indépendante. Et bah évidemment, moi, on ouvre une librairie dans ma ville, qui plus est indépendante, j'y vais, j'y cours. Ça s'appelle le Chat de Gouttière. Si vous habitez dans les alentours de Reims ou de la ville de Troyes, parce qu'ils ont 2 boutiques. La boutique à Troyes existe depuis une quinzaine d'années, je crois. Et là, ils viennent d'ouvrir donc leur 2e boutique à Reims. Je vous mettrai, si vous voulez, je crois qu'ils ont une page Facebook ou peut-être un compte Instagram, je sais plus. Je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous habitez dans la région Champagne-Ardenne, enfin surtout dans la Marne ou dans l'Aube. La librairie est super chouette, donc j'ai pas pu m'empêcher de repartir avec 3 romans que je ne vous ai pas présentés d'ailleurs, dont Un été avec Albert. Et j'ai voulu le lire tout de suite parce que je sais pas, il m'a appelé. Ça m'a intrigué parce qu'en fait on nous dit que c'est Un été avec Albert, mais on ne sait pas qui est Albert. Dans le résumé, il n'en est pas du tout question et je ne vais pas vous le révéler parce que on l'apprend pas tout de suite et c'est mieux de le savoir plus tard. Et alors là, en fait, on va suivre la vie de Soledad, enfin la vie, un été de Soledad, qui est une jeune ado de, je sais pas, après le bac, donc 17-18 ans, qui passe son bac, et l'été de ses donc 17 ans, 18 ans, ses parents divorcent, son grand-père décède, et elle se retrouve envoyée chez sa grand-mère, au fin fond des Pyrénées, dans une maison en haut de la montagne, à la lisière d'une forêt. Vraiment la baraque reculée, c'était pas du tout l'été qu'elle avait prévu, mais par compassion pour sa grand-mère qui est récemment veuve, sa mère qui part en vacances avec son nouveau mec et son père qui lui décide qu'il veut passer ses vacances tout seul parce qu'il a besoin de se remettre du divorce. Au final, elle se retrouve chez sa grand-mère. En plus, vraiment, dès le début, tu te dis, bah, elle accumule les malheurs, la pauvre dame, parce qu'elle apprend que donc son grand-père est décédé et que le chien de sa grand-mère est décédé de façon concomitante. Et ben maintenant je dirais plus en même temps, je dirais concomitant tout le temps, de façon concomitante. Et donc du coup voilà, elle se retrouve dans cette baraque au fin fond des Pyrénées, donc à la frontière espagnole. Hein, je vous dis, elle s'appelle Soledad. Sa grand-mère, je crois que c'est Diana, ou je ne sais, non, je dis peut-être des bêtises. Enfin voilà, c'est une famille aux origines espagnoles. Il va être très rapidement question du franquisme. Enfin, on apprend qu'en fait c'est des exilés du franquisme qui sont arrivés en Espagne, mais c'est pas le sujet du roman. Jusque là vous me dites oui, bah c'est classique ça, l'ado qui doit vivre chez sa grand-mère pendant un été ou qui passe un été loin de ses potes, un peu totalement coupé du monde, on l'a déjà vu dans plein de romans. Oui c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais alors Marie Pavlenko l'a fait d'une façon qui m'a, moi je sais pas, pris aux tripes, parce que c'est un peu en même temps, je vais pas dire un thriller pour enfants, parce que c'est pas un thriller, mais il se passe des trucs un peu sombres. Moi, j'ai eu peur. Vraiment, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai jamais peur quand je lis un bouquin. Je vous en avais parlé en lisant, par exemple, Cimetière de Stephen King. J'ai rien ressenti. Et là, j'ai eu peur. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai lu pendant une insomnie à 3 h du matin? Je sais pas. Mais il y a beaucoup de scènes qui se passent la nuit, justement, à la lisière de cette forêt. Et j'avais peur pour Soledad parce qu'il se passe des trucs un peu étranges. Je vous en dis pas plus. Juste... Voilà, non, je vous en dis pas plus. En fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai peur de spoiler. Il va se passer des événements un peu surnaturels, pas surnaturels, mais sombres, et on sait pas trop tout le long du roman. Jusqu'à la fin, on sait pas trop. C'est vraiment un été un peu spécial pour... je sais pas comment ils expliquent ça derrière. Un événement inattendu vient totalement bouleverser l'été, voilà. Entre journée en plein soleil et nuit terrifiante, et c'est exactement ça. Et le truc qui, moi, a marché sur moi, c'est que je me suis directement identifié. Parce que, en fait, mes 2 grand-mères habitent à la campagne, donc la maison est moins reculée que la maison de la grand-mère de Soledad, mais j'ai passé des étés dans ces maisons, et j'ai passé des nuits blanches aussi à être terrifié par tous les bruits que j'entendais dans la maison. Les vieux volets, le parquet qui craque, le frigo qui se met en route en pleine nuit et qui fait un bruit, mais différent des bruits qu'on a l'habitude dans sa propre maison, la chaudière qui se met en route, le chien qui gratte à la porte, enfin vraiment,
tous ces bruits qui, quand on est enfant, on n'arrive pas forcément à les identifier et qui nous font peur. Et là, c'est vachement bien décrit. Et du coup, je me revoyais dans les énormes lits de chez ma grand-mère avec les énormes édredons, les papiers peints fleuris, autant que... Mais c'est peut-être ça un traumatisme, hein, les papiers peints fleuris. Du coup, maintenant, je m'évertue à acheter des fringues dans la même veine. Mais je me voyais dans cette maison de ma grand-mère avec ces bruits, ces étés un peu ennuyeux et en même temps avec une relation avec la grand-mère qui est adorable. Et là, c'est exactement le cas, hein, parce que elle sait qu'elle va s'ennuyer en allant chez sa grand-mère, mais en même temps, elle l'aime beaucoup et elle le fait pour elle. Et elles ont une relation qui est assez mignonne. Elles se lancent des piques en même temps. Elles sont assez taquines l'une envers l'autre. Et il y a un troisième personnage qui s'appelle Doménée, qui est un peu l'homme à tout faire. C'est un mec qui habite dans le village de la grand-mère et qui depuis le décès du mari, l'aide un peu à faire ses courses, voilà. Et donc du coup, ces trois personnages vont un peu cohabiter, ils vont prendre le café ensemble. C'est vraiment le roman parfait pour l'été. Elle a 17 ans, donc on peut dire que c'est du young adulte, je pense, la cible. Mais moi, ça l'a fait grave avec moi. En plus de ça, si ça peut vous décider à l'achat, sachez que le roman est fait à partir de papier recyclé. La couverture est en carton à travers des résidus de bois. Ça a été imprimé en France. L'encre est végétale, la couverture n'est pas plastifiée parce que ça ferait des résidus plastiques. Enfin vraiment, c'est fait d'une façon la plus éthique possible. Marie Pavlenko aime beaucoup la nature. Enfin, aime beaucoup la nature. C'est vraiment débile ce genre de phrase, je trouve. Mais Marie Pavlenko est très attachée à l'écologie, donc l'autrice. La plupart de ses romans, apparemment, elle en a écrit 4. Alors moi, j'ai lu que Un si petit oiseau, mais le dernier qu'elle a écrit s'appelle Et le désert disparaîtra. Donc je pense qu'il est aussi question d'écologie. Là, il est question beaucoup d'arbres, de forêts, de la montagne. Donc il est de plantes aussi, oui, parce que Doménée a un petit jardin de plantes aromatiques et médicinales. Je sens le rototo arriver. Non, pas de rototo. Eh ben, ma foi. C'est pas du nature writing, détendez-vous, hein, c'est un roman adolescent. mais la nature a une part importante, la relation grand-mère et petite-fille, plus un petit twist thriller sombre. C'est pas du policier, c'est vraiment du sombre. Mais voilà, donc j'ai eu un énorme coup de cœur, je pense en avoir assez parlé maintenant. Si vous voulez craquer, si vous voulez retrouver votre âme d'enfant avec vos grands-parents, si vous voulez voyager aux Pyrénées dans un endroit un peu reculé et découvrir Soledad qui est pleine d'humour. Ah oui, c'est ça aussi que j'ai oublié de dire. J'en ai parlé sur Instagram, le roman est plein d'humour. Je vais vous lire un petit passage, vraiment c'est très court. Ne zappez pas, vraiment ça m'a fait rire. Peut-être que ça vous fera pas rire, vous me direz. Mais donc en fait, c'est à la page 15, donc vraiment dès le début, elle nous parle de ses 3 meilleures amies. Et elle nous dit « Je suis au courant de leur pire secret. La crise hémorroïdaire de Suzanne en seconde. Elle rapportait un coussin en classe pour pouvoir s'asseoir et c'est moi qui ai trouvé l'excuse suprême. Suzanne était fessier testeuse pour un designer de coussins suédois, le truc archi pointu. Elle a eu la cote pendant des mois après ça et a fini par arrêter de manger du piment à tous les repas. » Le fait de me dire que c'est un roman qui est destiné à la jeunesse et qu'on nous parle de crise hémorroïdale, je suis pas sûr qu'à 17 ans je savais ce que c'était qu'un hémorroïde et je m'imaginais du coup à 17 ans demander à ma mère c'est quoi une crise hémorroïdaire et ma mère je la vois genre en mode mais où est-ce que t'as pêché ça? Et tout le long du roman, voilà, c'est des petites phrases comme ça assez drôles. Je vous dis, la grand-mère et la petite fille sont très taquines l'une envers l'autre, donc elles s'envoient des petits pics plein d'humour tout du long. Et voilà, donc un énorme coup de cœur pour Un été avec Albert qui va être une de mes meilleures lectures pour l'instant de 2021 également, je pense. Surtout que c'est un roman jeunesse que j'en lis peu. Alors là, j'espère qu'avec l'ouverture de cette librairie jeunesse, je vais arriver à en lire un peu plus. Mais ça me donne en tout cas très envie d'en découvrir plus quand je lis des superbes textes comme ça, un peu engagés, un peu sombres, un peu drôles, bien écrits. C'est super. Ma foi, j'espère que ça n'a pas été trop long ou trop laborieux pour vous. On se retrouve, j'espère, rapidement. Je ne sais pas, parce que là, on est dimanche, à l'heure où je tourne, donc vraiment, je suis même pas sûr que la vidéo sera en ligne ce soir, ça sera peut-être lundi. Je sais pas, en fonction de mes lectures, voilà. Advienne que pourra, comme dirait l'autre. Je vous souhaite, moi en tout cas, de bonnes lectures, de bonnes découvertes, ça vous le savez, mais ce qui est le plus important selon moi, et qui le sera toujours, c'est c'est quoi? C'est quoi le plus important?